Alors ici, on recueille des signatures pour soutenir le référendum contre la privatisation d'ADP et par extension des services publics. Voilà. Et pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas un service public qui permet de... Non. Normalement, il y a des mairies qui doivent accueillir les gens pour pouvoir signer. Mais la plupart du temps, les bureaux sont fermés, il n'y a pas de publicité qui est faite pour ces signatures. Donc on fait, nous, en tant que citoyens, on fait un peu le travail de ce que devraient faire les mairies dans tous les cantons. Mais ça ne se fait pas. Il y a une raison? Je ne sais pas, peut-être, oui. Certains maires évoquent le fait que c'est une affaire qui concerne l'État et donc pas les municipalités. Ça peut être une raison. Une autre raison, ça pourrait être que ça ne va pas jouer, surtout en ce moment, une grande... ça ne va pas avoir un rôle important pour les municipales. Voilà. Et que le gouvernement, lui, par contre, n'a strictement rien fait pour que les signatures de soutien à ce référendum soient connues. Il y a une espèce d'omerta des médias qui fait qu'on n'en entend jamais parler, on ne sait pas. On fait le travail que devrait faire le gouvernement. Ça, c'est une initiative parlementaire, sur le référendum? Tout à fait, oui. 248 députés qui ont fait cette proposition de loi pour s'opposer à la privatisation des aéroports de Paris. Ouais. Et dans ces députés, c'est large comme couleur politique? Oui, il y a des représentants de l'opposition, on va dire, de toute l'opposition à La République En Marche. À part des députés de La République En Marche, je pense que la quasi-totalité des autres députés a voté cette proposition de loi. Alors là, vous tenez une table, est-ce que les gens peuvent le faire depuis chez eux? Ils peuvent le faire, mais c'est compliqué. C'est assez difficile, il y a souvent des bugs informatiques. Quand on remplit le document, si on met un tiret où il n'en faut pas, si on met une majuscule où il n'en faut pas, on doit s'y reprendre à 3 à 4 reprises et il faut avoir beaucoup de patience pour y arriver. Bon, maintenant, on est exercé, nous. Ça fait un petit moment qu'on fait ça maintenant. On a recueilli pas mal de signatures, donc c'est plus facile. Mais sinon, les choses ne sont pas simples, quoi. D'accord. Combien de signatures aujourd'hui? Dans le pays, en France? Oui. En France, le million est dépassé, hein, alors peut-être 1 100 000, je ne sais pas. Dans le Lot, on est à 4 600 ou 700 signatures, ce qui représente un pourcentage de 4% de la population à peu près, et qui nous place au 8e rang des signatures en France. Le délai final pour signer, c'est... Le délai, c'est le 12 mars. Le 12 mars, c'est terminé. Voilà. Donc c'est combien de signatures? 4 millions, 5 millions? Et il faut 4,7 millions signatures. 4 700 000 signatures. Ouais. Pour avoir le droit de... Pour avoir accès au référendum, voilà, qui permettrait de voter pour ou contre la privatisation de l'ADP. Les gens viennent avec une pièce d'identité ou un passeport, là c'est obligatoire, et on les aide à finaliser cette signature. Est-ce qu'il y a une façon de le faire à partir de papier? C'est pas vraiment... Pour le faire avec le papier, il faudrait aller dans un bureau de mairie et demander à un agent municipal d'aider et de prendre en compte cette signature et de donner ensuite un récépissé. C'est une démarche un peu longue. Il faut que les bureaux de la mairie soient ouverts, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible et c'est assez compliqué, quoi. Donc nous, on a fait le choix d'aller au-devant des citoyens pour leur proposer de les accompagner. Ce rassemblement, il y a plusieurs choses prévues sur cette place. Il y a notamment un stand de signature pour les aérodromes de Paris. Bien, aujourd'hui, nous sommes à nouveau rassemblés ce 21 décembre sur le parvis de la mairie de Cahors pour montrer notre détermination et signifier qu'il n'y a pas de trêve durant les fêtes sur le mouvement des retraites.
effectivement, malgré les annonces qui ont pu être faites par le Premier ministre, cela démontre tout simplement qu'ils restent campés sur leur position. Il ne revient ni sur le retrait de la réforme systémique par points, ni d'ailleurs sur la réforme paramétrique, l'âge pivot. Et à ce sujet, sur l'âge pivot, on peut s'interroger sur quel serait l'effet de retirer ce paramètre de l'âge pivot avec la réforme qui est proposée de système par points. L'effet, en fait, ne changerait rien. Même si on retirait aujourd'hui l'âge pivot, cela ne changerait rien parce que, en fait, la retraite de système par points permet définitivement d'avoir un recalcul automatique sans avoir besoin de refaire des réformes ultérieures. Et pourquoi cela permet ce calcul automatique? C'est tout simplement un algorithme qui est basé sur à la fois l'aspect économique et l'aspect démographique. Les 14% de PIB, ça c'est l'aspect économique, et l'aspect démographique, le nombre de retraités. Donc on comprend bien que si on fige aujourd'hui dans cette retraite systémique par points, si on fige la somme qui correspond à 14% du PIB et que le nombre de retraités, comme il est prévu, va augmenter, il y aura forcément les pensions qui vont baisser. Donc de fait, l'âge pivot ne sert à rien parce que de toute façon, les pensions baisseront et obligeront forcément à travailler plus longtemps. Donc l'âge pivot deviendra glissant en fait, obligera à travailler plus longtemps pour pouvoir prétendre à une pension, suffisante. Et c'est la durée de cotisation qui va de fait glisser pour pouvoir prétendre à cette retraite plus élevée. Effectivement, la retraite, c'est chacun qui va finalement décider pour pouvoir accéder à une retraite qui lui semble suffisante, qui va décider de travailler plus longtemps. Donc du fait, ça individualise complètement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ça individualise complètement les retraites et du coup, ça met en péril ceux qui ont eu des accidents de parcours ou ceux qui ont, et qui sont de plus en plus nombreux. Qui peut prétendre aujourd'hui avoir une carrière complète dans une entreprise comme ça a été le cas par le passé? Déjà même aujourd'hui les carrières sont morcelées, il y a des périodes de chômage, il y a des périodes d'invalidité parce que le travail prend des formes pénibles sous différentes formes. D'ailleurs, il n'y a pas que la pénibilité physique, il y a aussi la pénibilité psychologique parce qu'il y a des accélérations, il y a des rentabilités plus fortes que par le passé. On l'a vu d'ailleurs avec l'effet des 35 heures où en fait il a été fait le même travail sans beaucoup plus d'embauche. C'est tous ces effets et donc ça veut dire que la rentabilité a augmenté. On a vu que la valeur ajoutée, la richesse créée par chaque travailleur a augmenté, y compris avec les 35 heures. Ça veut dire qu'ils ont profité des 35 heures pour accroître la productivité. Et donc, productivité dit fatigue, dit usure et dit une autre forme de pénibilité que subissent les travailleurs. Tout ça, donc, cette réforme par points ne l'intégrera pas, puisque les carrières hachées ne pourront pas avoir, ça ne se traduira pas par des euros cotisés. Et ça obligera tout cela à travailler plus longtemps et donc ou à accepter une baisse conséquente des pensions et des retraites. Donc, en fait, on risque de se retrouver avec nombre de travailleurs pauvres à la retraite. Est-ce que c'est un modèle de société aussi, ça? Alors, c'est effectivement le modèle de société que prône la Macronie et sur lequel, je pense, aujourd'hui, nombre de salariés commencent à y voir clair sur les effets. L'objectif étant d'individualiser et donc de casser le système solidaire que nous avons aujourd'hui. Ce système qui est solidaire, qui permet à chacun de cotiser selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins quand il est soit malade, soit au chômage, soit à la retraite. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'assurance chômage qui a été aussi cassée de force par le gouvernement. Alors que jusqu'à présent, la gestion des caisses était gérée par le paritarisme et les organisations syndicales. Il s'est ainsi dedans pour casser ce modèle et c'est ce qu'il est en train de faire avec les retraites. Et je dis,
on peut déjà voir les prémices avec ce qui se passe dans la santé et les restrictions budgétaires qui cassent aussi l'hôpital public. Donc c'est tout l'ensemble de notre système de sécurité sociale qui est mis à mal. Et quand on dit sécurité sociale, qui est pourtant inscrit dans notre Constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'attaque à notre modèle social qui a été créé à la sortie de la guerre et qui pourtant n'avait pas plus de moyens puisqu'on était dans un pays dévasté, qu'il n'y avait pas de ressources et de richesses, qu'il fallait rebâtir tout à zéro. On a créé ce système solidaire intergénérationnel alors qu'aujourd'hui, la 6e puissance au monde ne pourrait pas continuer à faire vivre ce système par le biais justement de la responsabilité sociale des entreprises sur le monde du travail et sur les travailleurs, en redistribuant une partie de la richesse qui est créée par les travailleurs pour leurs besoins vitaux et de solidarité que sont, ce que je répète, la retraite, la santé et le chômage et même la famille. Qu'est-ce qui change entre 1945 et aujourd'hui? En fait, c'est l'état d'esprit des salariés qui avaient compris que unis et ensemble, par le biais des organisations syndicales et on va dire de véritables forces de gauche élevées, avec des taux de... il y avait la CGT, c'était plus de 4 millions de travailleurs réunis. Ça, c'est un rapport de force. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est ce rapport de force. On voit bien que le taux de syndicalisation dans l'entreprise est trop faible. Et ce qui fait justement qu'on est toujours à négocier sur les revendications patronales et non sur les revendications salariales. Il faut inverser la donne. Pour inverser la donne, il faut inverser ce rapport de force. La grève est un rapport de force, mais avant la grève, le nombre de syndiqués est un autre rapport de force. Le nombre aussi, dans les élections professionnelles, le nombre de scrutins pour des organisations qui défendent les travailleurs a un impact aussi dans la tête des employeurs qui bien sûr n'auront pas la même attitude dans une entreprise où un syndicat représentatif des salariés va faire un chiffre élevé et avoir un taux de syndicalisation fort pour permettre de gagner des avancées sociales. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on doit retrouver. La clé, elle est là, c'est retrouver le chemin du mouvement social à travers les organisations syndicales, qui est leur outil à leur disposition pour mettre la pression et inverser le rapport de force dans l'entreprise et dans la société et retrouver bien sûr du social, une sécurité sociale comme on la veut, pleine et entière et qui peut même s'étendre, on aurait les moyens et là où on s'est arrêté en route parce que il y a eu une attaque du patronat bien sûr depuis la création de la sécurité sociale et qui ne cesse et qui n'a jamais cessé et qui aujourd'hui est très forte, c'est de retrouver ce chemin de pouvoir inverser les choses et redistribuer la richesse créée par le travail des salariés pour davantage de solidarité et davantage de partage et améliorer que ce soit une sécurité sociale à 100%, plus de déremboursements, plus de frais supplémentaires hors remboursement de la Sécu. Tout ça, on peut le gagner. Il faut le rapport de force et nous, c'est ce que nous appelons à faire par déjà la syndicalisation, par le rapport de force dans les entreprises et notamment là aujourd'hui dans le mouvement que nous avons dans les entreprises et dans la rue, par la grève bien sûr pour faire pression sur l'économie qui est la seule chose qui peut faire plier le patronat. Alors là j'invite à lire et à voir les reportages notamment de Monique et Michel Poinçon-Charlot qui a fait un livre qui avait fait déjà un livre pour Sarkozy avec Sarkozy, le président des riches, et là Macron, président des ultra-riches. C'est pas une élucubration de personnes comme ça qui est basée sur rien. Ce sont des sociologues qui ont fait une étude et qui, par des chiffres et par des faits, donnent vraiment les clés pour comprendre au service de qui est ce gouvernement. Et ce gouvernement est au service des ultra-riches. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est peut-être en train de germer, et même ce qui a germé notamment avec la crise des Gilets jaunes,
c'est que cette prise de conscience qu'aujourd'hui, les ultra-riches ont le pouvoir, et un pouvoir écrasant par des contraintes, toujours plus de contraintes, de contraintes fiscales, on va dire, fiscales dans le sens où le coût de la vie devient insoutenable avec les salaires, et parce que les salaires sont trop faibles. Donc ça, c'est une réalité. Avec ce qui a déclenché le feu aux poudres, c'était l'augmentation des prix du gasoil et enfin, des carburants, et qui d'ailleurs, un an après le mouvement, a retrouvé son niveau d'auparavant. Donc ça veut dire que malgré tout, tout ce qui a pu, entre guillemets, évoluer, est de suite repris si la lutte s'arrête. En fait, ce qui manque, c'est que tous les conquis sociaux, de toute manière, ce ne sont que des conquis, et ils ne perdurent que si la lutte continue pour les maintenir et les améliorer. Donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut mettre dans l'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, face à ce gouvernement des ultra-riches, si on veut jouer la gagne, c'est dans la lutte et dans le rapport de force. Tous les moyens du rapport de force à créer doivent être mis en œuvre. Et comme je le disais, ce sont des rapports de force dans le syndicalisme, dans les entreprises, là où est la base de toute l'économie, avec la production. Donc c'est là que doit se créer le rapport de force. Et il faut vaincre la peur, s'engager, se syndiquer et partir en lutte pour justement gagner et renverser la vapeur et regagner ce que nos anciens ont pu avoir par ce même rapport de force. Il n'y a rien de nouveau au soleil, c'est la même chose, c'est l'éternelle lutte des classes, ce à quoi nous appelons à juste reprendre conscience et s'engager à nouveau pour ne pas laisser les mains libres et le champ libre à des gouvernements comme celui-ci qui ne s'attendent qu'à distribuer les richesses aux ultra-riches qui en ont déjà beaucoup. Alors ce matin, je distribuais un document, oui, c'était la réforme des retraites expliquée en bande dessinée. J'ai trouvé ça sur Internet, sur le site Internet lundi matin. C'est une artiste qui fait ça, Emma, et elle a fait un reportage BD pour expliquer en fait la réforme des retraites de façon très claire, très simple, très limpide, et en même temps tout à fait argumentée pour que les gens puissent comprendre à quelle sauce on allait être mangé avec cette histoire de réforme des retraites. Donc voilà, je trouvais important de le distribuer ce matin pour que les gens soient informés, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette réforme des retraites, et c'est vrai que c'est pas évident. Réforme systémique, qu'est-ce que ça veut dire? On passe d'un système de répartition à un système à points, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et puis bon, après c'est une bande dessinée assez militante puisqu'elle décortique la réforme des retraites, mais pour bien nous montrer quand même qu'on n'allait pas être gagnant dans cette réforme, quoi. Et toi, tu vas être impacté par cette réforme? Bah oui, moi je vais être impacté, évidemment. Je suis enseignant, alors ce qui va se passer, c'est que logiquement, on doit perdre plusieurs centaines d'euros quand on va passer à la retraite. Ces derniers temps, ces derniers jours, là, ces dernières heures, même le ministre nous a expliqué que non, on ne perdrait rien du tout. Donc on va toucher des primes à la place. Mais c'est pas très convaincant, parce que des primes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel montant, comment est-ce qu'il va trouver cet argent-là, parce qu'on est quand même 800 000 profs. Il va falloir payer 800 000 profs, leur donner des primes, ça veut dire qu'il va falloir budgétiser tout ça. Donc ça paraît un petit peu compliqué vu le retard qu'on a pris au niveau des salaires. Et puis après, tout ce qu'on craint, c'est que pour eux, ce soit l'occasion en fait, de remettre en cause nos conditions de travail, parce que ce sera donnant-donnant. S'ils nous donnent des primes, on ne se fait pas d'illusions, ce sera pour nous forcer à travailler un petit peu plus, parce que c'est bien connu, nous les profs, on est des feignasses, on a trop de vacances. Donc il va falloir travailler plus, faire des heures supplémentaires pour arriver à rattraper le retard qu'on a pris au niveau des salaires pendant des années et des années, et arriver à avoir des retraites décentes, quoi. Alors, il va y avoir des points, des bons points, des mauvais points, du coup? Oui, alors bon, pour l'instant c'est pas très clair. Je crois qu'eux-mêmes ne savent pas comment ils vont ajuster tout ça, parce qu'ils le reconnaissent. Les profs, on va normalement pâtir de cette réforme des retraites, et je crois qu'ils n'ont pas calculé le truc. En fait, ça ressemble vraiment à une immense improvisation, cette réforme des retraites, et notamment chez les enseignants, quoi.
Donc on ne sait pas trop en fait, rattrapage de points, oui, mais comment, à quel, quand, et puis ça va s'étaler sur combien de temps? Alors ils ont parlé 500 millions chaque année, ok, donc au bout de 4 ans, Blanquer nous dit qu'on touchera 200 € de plus par mois, bon d'accord, mais est-ce que c'est automatique ou alors est-ce que ça va dépendre de notre implication dans l'établissement? Qui c'est qui va nous les donner? Est-ce que ça va être le chef d'établissement? Ça, on n'en veut pas parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire être soumis au bon vouloir de petits chefs hein, finalement. Hein. Bon voilà, ça risque de diviser énormément les profs. Donc instaurer un esprit de compétition aussi? Parce que si tu as plus de points que ton camarade, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bah, c'est ça, oui. Bon, c'est ce qu'ils veulent de toute manière. Hein. Là, ça s'est beaucoup développé ces dernières années hein, avec les IMP, avec les heures supplémentaires. Ouais, il y a des bons points qui sont distribués à droite et à gauche, quoi, qui permettent de mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour les profs. Et tout ça n'est pas très clair, c'est pas très transparent hein, dans les établissements. Donc on se retrouve avec des disparités de salaire, effectivement, qui peuvent être assez importantes entre profs, quoi. Bon, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que si c'est institué, ça risque de mettre de mauvaises ambiances quand même dans la salle des profs et on n'a pas besoin de ça. Et les collègues, là, ils prennent ça comment aujourd'hui? Ils attendent? Ils sont passifs Non, alors ça dépend des établissements. Il y a des établissements qui sont très remontés hein, contre cette réforme. Dans le premier degré aussi, c'est très difficile pour eux depuis pas mal d'années. Donc ils sont très mobilisés. On n'a pas vu ça depuis une bonne dizaine d'années. Hein. D'habitude, il y a très peu de grévistes dans le premier degré. Et là, il y en a beaucoup. Des écoles fermées, des écoles mortes. Donc ça, ils ont bien compris que même avec une réforme, même avec des primes, ils seraient perdants. Parce que c'est difficile de donner des primes dans le premier degré. Autant dans le second degré, c'est plus facile. On peut faire des heures supplémentaires. Premier degré, non. Donc là, ils sont très mobilisés, ouais, beaucoup plus que d'habitude. On va continuer à expliquer hein, la réforme aussi, qui est-ce qu'elle va toucher, à quel point. Essayer de voir, peut-être qu'il y a des annonces qui auront été faites pendant les fêtes par notre ministre, mais moi j'y crois pas trop, quoi. Enfin, on a l'habitude qu'on nous mente, hein, ni plus ni moins. La revalorisation salariale, on nous en parle depuis 2 ans, mais on voit toujours rien venir. Donc, à mon avis, rien n'est gagné. Alors, rien n'est gagné. Il va falloir se remobiliser très fort. Ouais.